Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, après plusieurs mois de dialogue, la Côte d'Ivoire saisit à son tour la justice internationale pour le tracé de sa frontière maritime avec le Ghana. La ligne traverse un gisement que les deux pays souhaitent exploiter. Au Burkina Faso, les 24 000 foyers sinistrés des inondations de 2009 attendent toujours de rentrer chez eux. Provisoirement relogés à 10 km de la capitale, ils espèrent la viabilisation de leur site. Et puis, rencontre avec Samuel Lirga, un jeune pianiste éthiopien virtuose en fin d'édition. Considéré comme la relève du jazz éthiopien, il mêle soul, funk et musique traditionnelle et classique. Le feuilleton judiciaire se poursuit entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Les deux pays voisins, producteurs de pétrole, ne parviennent pas à définir leurs frontières maritimes. Dernier événement en date, la Côte d'Ivoire a décidé à son tour de porter plainte devant un tribunal international après que le Ghana ait saisi cette même juridiction. Les précisions d'Anan Faro. L'étape du dialogue et de la concertation n'aura duré que quelques mois entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Au final, c'est devant les juges que se réglera la question du tracé de la frontière maritime entre les deux pays voisins. Un sujet hautement stratégique car la ligne traverse un gisement de pétrole offshore que les deux pays souhaitent exploiter. C'est un problème d'expertise. Où va la nappe gazière ou la nappe pétrolière et comment ça va se traiter. Il faut vérifier lequel des tribunaux a été saisi. Et ça n'a pas le même impact. C'est pas du tout la même démarche. Ce jeudi, le Ghana a décidé de porter plainte contre son voisin au titre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, sans préciser devant quelle juridiction de l'ONU. Deux possibilités existent, la Cour internationale de justice pour les questions territoriales ou le Tribunal international de la mer. Vendredi, c'était au tour de la Côte d'Ivoire de saisir la justice. Est-ce qu'ils veulent déterminer les frontières terrestres en ne disant rien sur le champ pétrolier, ou est-ce qu'ils vont demander à la fois la question territoriale, mais aussi la question du sous-sol. Maintenant, ça dépend comment l'affaire va se développer. Il y a les deux. Et ils peuvent demander les deux parce qu'un pays, il a la souveraineté sur son territoire, mais aussi sur son sous-sol. La Côte d'Ivoire produit actuellement 40 000 barils de pétrole par jour. Le pays encourage les compagnies pétrolières à prospecter dans ses eaux. De son côté, le Ghana produit 100 000 barils par jour. Accra s'est lancé depuis 2010 dans une production à grande échelle à partir de gisements offshore. En Égypte, l'ancien Raïs Hosni Moubarak devra attendre le 29 novembre 2014 pour connaître le verdict de son procès. Initialement prévu ce samedi, la délibération pour complicité de meurtre a été reportée. Les accusations portent sur la centaine de manifestants tués lors du soulèvement populaire de 2011. Âgé de 86 ans, celui qui a dirigé l'Égypte pendant 30 ans est jugé avec son ancien ministre de l'Intérieur, Ali Baladli. Le Rwanda connaît ces dernières années un réel progrès dans la lutte contre le paludisme. Le taux de mortalité est estimé actuellement à près de 4%, et cela grâce à plusieurs stratégies de lutte, telles que la distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée et de campagnes intensives de sensibilisation. Reportage de notre correspondant au Rwanda, Oliva Jacotan. Accentuer davantage les mesures de prévention du paludisme pour mieux traiter d'éventuels cas, c'est l'objectif des professionnels de santé du Rwanda. Nous sommes ici à Biryogo, dans un quartier populaire de Kigali, où vivent majoritairement des Rwandais et des ressortissants de plusieurs pays voisins. Une centaine d'agents de santé communautaire du centre de santé de la zone s'adonnent régulièrement à la sensibilisation des populations. Des séances qui se font parfois de porte en porte ou en grande masse. Et le résultat est probant, car depuis le début de l'année, seulement 2 cas de paludisme ont été diagnostiqués dans la dite zone. En voyant les jeunes bébés, le mère qui meurt à cause du paludisme, alors j'ai décidé d'y participer pour contribuer dans le domaine de santé. Je sensibilise plus les mères et leurs enfants de moins de 5 ans. Je montre à la population les attitudes à adopter pour éviter le paludisme, mais aussi d'autres maladies comme la tuberculose et le VIH-Sida. 83% des ménages rwandais possèdent aujourd'hui des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée. Plus de 70% des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans dorment sous ces moustiquaires. Mais à Biryogo, certaines attitudes des populations favorisent la propagation de la maladie.
Le problème majeur qu'on trouve ici dans nos zones, il y a des personnes qui ne suivent pas les conseils des animateurs de santé. Dans ce cas, s'ils ne suivent pas ces conseils, il peut attraper le paludisme parce qu'ils n'utilisent pas souvent les moustiquaires. Les États-Unis ont alloué de 2007 à 2013 environ 145 millions de dollars au Rwanda pour lutter contre le paludisme. Ils ont affecté 18 millions de dollars cette année pour la même cause dans le pays. Aujourd'hui, le paludisme est la 4e maladie mortelle au Rwanda avec près de 4%. La santé toujours, et alors que le dernier bilan du virus Ebola s'élève à 2917 morts, plusieurs laboratoires ont annoncé l'arrivée de tests pharmaceutiques pour les mois à venir. Le laboratoire GSK, par exemple, a évoqué la disponibilité de 10 000 doses expérimentales pour 2015 et un autre New Link parle de milliers de doses fournies dans les prochains mois. Dans tous les cas, les tests cliniques n'ont pas encore été réalisés, mais l'Organisation mondiale de la santé se montre confiante. 24 000, c'est le nombre de ménages burkinabés qui attendent toujours de pouvoir rentrer chez eux après les inondations de 2009. Des familles qui résident provisoirement à Yagma, un village situé à une dizaine de kilomètres de la capitale Ouagadougou. Et malgré la mise en place du plan d'aménagement, les infrastructures ne sont pas encore suffisantes. Reportage de notre correspondant Wenjem Valentin Comparé. 5 ans après les inondations de septembre 2009, les sinistrés de Yagma au Burkina Faso attendent toujours les promesses faites par le gouvernement. En effet, après ce sinistre qui a causé de nombreux dégâts tant matériels qu'en pertes en vies humaines, c'est ce village qui a été retenu par les autorités pour accueillir et abriter environ 24 000 ménages. Mais les promesses de construire des infrastructures sanitaires scolaires ne sont toujours pas effectives. À ce jour, seul le lycée a été construit et un centre de santé qui n'est pas fonctionnel. 5 ans après, les espoirs se dissipent. À Lanoa-Yéri, je cultivais et je gagnais à tel point que je partageais mes gains. Mais sur ce site, je vis des dons des gens qui m'aident souvent. Je suis même tombé malade, je suis sorti de l'hôpital grâce à mes voisins. Et honnêtement, depuis 2009, les difficultés se succèdent. Nous n'avons pas de bonne route, ni d'eau potable, ni d'électricité. Je suis commerçant à Lanoa-Yéri et je dois parcourir près de 30 km. Mais nous sommes obligés d'y aller car nous n'avons pas à Yagma un marché. Yagma est une bourgade située à une dizaine de kilomètres de la ville de Ouagadougou. Le site est toujours en pleine construction. Mais selon les sinistrés, la viabilisation annoncée tarde à venir. L'eau aussi, c'est vraiment un cas que nous souffrons beaucoup. On a des forages, mais les forages sont un peu... j'allais dire que c'est pas du tout bon. L'eau, quand on pompe, c'est la rouille. Donc quand tu bois ça, imaginez ce que ça peut faire. Depuis 2009 que nous sommes là, nous n'avons pas de travail. Nous avons eu depuis des fossés à creuser et après ça, plus rien. Même pour ceux qui peuvent repartir en ville travailler, ils sont exposés à l'insécurité car de retour la nuit, ils sont souvent agressés et dépouillés de tous leurs biens. Toutes les promesses d'aide sont restées vaines. Dans son plan d'investissement pour accompagner ces sinistrés, la construction d'infrastructures publiques y figurait. Mais sa mise en œuvre est retardée selon le ministre de l'Action sociale par la crise sociopolitique que le pays a connue en 2011. Ce plan devrait être examiné d'ici décembre prochain pour le bonheur de ses habitants qui se disent délaissés. Et on termine ce journal en musique avec Samuel Yirga, un pianiste éthiopien reconnu comme l'un des plus prometteurs des jeunes musiciens de jazz de son pays. Ses compositions allient rythme traditionnel éthiopien et pop contemporaine. L'artiste se risque même à y glisser des sonorités soul, funk, classiques et latines. Marina Vanier. Samuel Yirga ou la renaissance du jazz éthiopien. Ce virtuose du piano est l'un des plus brillants de sa génération selon ses pairs. À l'âge de 16 ans, Samuel est accepté à Yared, la prestigieuse école de musique d'Éthiopie. Il est arrivé 3e sur plus de 2000 candidats lors des auditions. J'ai commencé à écrire mes compositions lorsque j'étais en première année à Yared, ce qui est rare pour une première expérience dans la musique. C'est au 2e semestre, je ne me souviens pas du titre, mais de la chanson.
À 29 ans, Samuel cherche l'originalité. Sa musique est un cocktail de jazz, de soul et de musique traditionnelle éthiopienne. Sorti en 2012, Guzo Voyage en Amérique est son premier album. On peut y écouter des instrumentistes de son pays, d'Europe et de Caraïbes. Vous pouvez être soit coléreux, soit sauvage ou calme. Ce sont vos traits de caractère. Mais dans la musique, dans l'art, c'est votre particularité qui vous rend différent des autres. Lorsque je joue, je suis sûr que les gens me reconnaîtront par ma façon d'introduire le piano, mon genre rythmique, les harmonies que j'utilise sur la musique éthiopienne. Cela ne signifie pas que je ne suis pas influencé par d'autres grands musiciens du passé ou contemporains, bien au contraire. L'Éthiopie possède un riche patrimoine de jazz. Baptisé Ethio Jazz, il a atteint son apogée dans les années 1960 et 1970. Les amateurs de jazz éthiopiens affirment que Samuel est une nouvelle valeur sûre de la scène musicale du pays. Samy est un phénomène. J'ai eu la chance de jouer avec autant de pianistes et arrangeurs talentueux, mais Samy est unique en son genre. Je ne veux pas classer sa musique parce qu'il mélange divers genres, du jazz et la musique éthiopienne, en passant par la musique africaine, d'Amérique latine et classique. Samuel a acquis une reconnaissance internationale avec le groupe Ethiofusion Dub Colossus. Son rêve est de créer une musique qui reflète à la fois ses racines éthiopiennes, mais aussi sa propre voix et sa vision. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.